Bonsoir, merci de vous être déplacé pour une conférence dont le sujet n'est pas forcément glamour, donc j'espère qu'on va quand même réussir à rendre ça un peu sexy. Pour parler pourquoi parler de la mise en scène dans la série télé? Ben, tout simplement parce que c'est quelque part le parent pauvre de l'analyse de la série télé. Depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup de bouquins, de magazines qui se sont intéressés à la série. Et par la force des choses, le monde de la série télé étant un monde qui se fait vraiment sous la gouverne des scénaristes, on a eu tendance à très très peu s'intéresser à l'esthétique. Déjà de se poser la question, est-ce qu'elle avait réellement une fonction autre que purement fonctionnelle pour le coup. En fait, l'esthétique de la série télé a changé à travers les âges pour des raisons qui n'étaient pas, contrairement au cinéma, de l'ordre de la recherche artistique, mais plus par les contraintes de diffusion. Euh, il faut savoir qu'au tout début, donc fin des années 40, début des années 50, lorsque la télévision a débuté, notamment aux États-Unis, les premières séries se faisaient dans des studios de cinéma, notamment au studio Universal, qui avait donc ses propres filiales télévisuelles, utilisaient les décors et le matériel qui leur servaient aussi pour les films de cinéma. Et en fait, les techniciens qui travaillaient sur ces premières séries étaient des gens qui étaient issus du cinéma et donc avaient des habitudes de cadrage, d'éclairage, etc., qui étaient faites pour des films qui allaient être diffusés dans des salles sombres sur des écrans géants et pour un public qui était bien face à l'écran. Et donc ne prenait pas du tout en compte ce nouveau format qui était la télévision, qui à l'époque était des écrans cathodiques extrêmement petits, de très mauvaise qualité, projetés donc dans des pièces éclairées où la moitié du temps les gens mangeaient, regardaient ailleurs, faisaient autre chose, etc. Je vais commencer la conférence en vous passant un extrait donc d'une série de la fin des années 50, début des années 60, que vous connaissez, je pense peut-être ne serait-ce que de réputation, qui s'appelle La quatrième dimension, et qui va un peu souligner ce que j'entends par ce côté on ne prend pas du tout en compte les conditions dans lesquelles la série va être consommée. Donc l'extrait est d'une qualité assez dégueulasse, hein, mais quelque part ça m'arrange par rapport à ce que je vais essayer de vous expliquer.
je vous casse le rythme, mais comme vous avez pu le voir sur cet exemple, la raison pour laquelle la copie est pas terrible, c'est qu'il faut vous dire que pour le spectateur de l'époque, elle est encore pire. Parce que là, je ne sais plus à quelle définition je suis, mais les tubes cathodiques donc de la fin des années 50 n'arrivaient même pas à cette définition-là. Là, vous avez typiquement l'exemple d'une séquence qui a été pensée pour être vue en 35 mm dans une salle avec un projecteur pour un public qui est attentif aux détails. On ne voit même pas la silhouette du cambrioleur ou du bandit dans la première fois que la caméra nous montre en arrière-plan la fenêtre. On voit la silhouette, on est censé voir la silhouette passer, on la remarque même pas. Lorsque la dame sort de son lit et décide de mettre ses chaussons, on a même presque du mal à voir qu'elle porte des chaussons. Et encore là, vous êtes dans une salle de cinéma sur un écran géant. Donc imaginez sur un petit tube cathodique, c'est totalement incompréhensible. Donc une séquence comme celle-ci, qui est une séquence typiquement cinématographique, au sens où je crois que si on montre cette scène à un spectateur qui ne sait pas de quoi on lui parle, il ne va pas forcément savoir dans l'immédiat s'il est en train de regarder une série télé ou un film de cinéma, parce que ça a été vraiment fait comme si c'était du cinéma, par des gens qui ont l'habitude de travailler comme ça, et pour qui faire de longs travelling dans des pièces peu éclairées, avec beaucoup de contrastes de noir et de blanc, et des détails qui se cachent dans les coins d'écran, c'est quelque chose de normal parce que le cinéma permet aux spectateurs de lire et de décoder ces informations-là. C'est pas le cas sur la série télé. Une série donc comme la quatrième dimension, de la même façon que beaucoup d'autres séries de cette époque-là, comme Alfred Hitchcock présente, The Westerner, qui était une série réalisée par Sam Peckinpah. En fait, comment dire, aujourd'hui sont vus par la critique avec un grand intérêt, à la fois dramatique et esthétique, mais cet esthétisme jouait en leur défaveur à l'époque où elles étaient diffusées. Donc au fil des ans, on va bien réaliser qu'il y a un problème en fait. Il va falloir arrêter avec les compositions avec la profondeur de champ. Il faut arrêter avec ces détails d'arrière-plan que le spectateur ne va pas voir. Encore une fois, il ne faut pas oublier que les spectateurs font souvent autre chose, donc la moitié du temps, ils ne regardent même pas l'image, ils écoutent plus les dialogues qu'ils ne regardent l'image. Tout ça, il va falloir le prendre en compte. Et donc, au fil des années 60, on va voir la disparition d'un savoir-faire spécifiquement cinématographique qui va être remplacé par des chartes graphiques adaptées à ce qu'on imagine être la condition d'un spectateur dans son salon. Ce qui va vraiment poser pas mal de bases dont la télévision ce qui va faire partie de la Bible de la télé, c'est un système qui va être développé pour des sitcoms, donc des situation comedy, dont la plus célèbre est une sitcom qui s'appelle I Love Lucy, sitcom américaine qui est considérée comme une des grandes dates de la télévision américaine, qui était portée par une actrice et productrice qui s'appelait Lucille Ball. Elle a posé, en gros, on considère que cette série a posé toutes les bases de la sitcom jusqu'au moins la fin des années 90. Donc ça se passe dans un appartement, c'est l'histoire d'une famille chez elle, enfin tout ce concept-là de personnes qui rentrent et qui sortent d'une même pièce et qui se confrontent avec un public. C'était filmé en public pour qu'on puisse avoir les rires du public au moment où les comédiens jouaient. Lucille Ball, en fait, voulait à tout prix, rendre la mise en scène de cette série à la fois aisée, lisible, et faire en sorte que le public qui était présent ne soit pas gêné par les caméras qu'elle allait filmer ça. Et donc,
ils se sont inspirés d'un système qui avait déjà été utilisé sur des séries en direct, parce qu'à l'époque, les séries étaient diffusées en direct, les comédiens jouaient littéralement devant les spectateurs de télé, et ensuite c'était juste enregistré il y avait une caméra 35 mm qui filmait le retour vidéo, et c'est comme ça qu'on a ces séries originelles. Mais I Love Lucy, elle allait être filmée en 35 mm, donc avec de la pellicule, pour pouvoir ensuite être rediffusé sans perdre de la qualité, mais il fallait quand même que ce soit devant un public live. Alors, je vais juste rechercher donc un document que j'ai récupéré à ce sujet. Le voilà. Hop, je vais le mettre. Attendez 2 secondes. Où on est en fait. C'est un document qui nous présente les coulisses de I Love Lucy, et où vous allez voir le système de caméra qui est mis en place, qui est donc un système à 3 caméras mobiles, et vous allez voir la composition du plateau. Mr. Desi Arnaz. Donc là, on a le public. Ça, c'est un film promotionnel qui a été fait pour présenter la fabrication de la série I Love Lucy. Et donc, vous voyez, donc on a ces 3 caméras qui sont là, qui sont sur roue, et le public qui est en fait surélevé. Et il y a une distance entre le public, l'emplacement des caméras et le décor qui est derrière. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much. We welcome you to Desilu Playhouse. As you know, this is film, and that's why you see all these cameras down here, and the boom, and the lights, and all the people, and all the stuff, because it's just like making a movie, see? Now, just to show you that the cameras will never get in your line of vision, we make believe that we're taking a scene. Je vous garantis que les caméras ne gêneront jamais votre champ de vision. Lorsque je serai assis là, vous me verrez. No matter how many moves they make, they will never get in your line of vision. Now, boys, you just go ahead and make your moves like we're taking a shot to show the people that they're going to be able to see everything. You know, I'm sitting here smoking a cigarette, talking to you. We might be playing cards or something. Now, the boys will move in, but you just watch and see that at no time your line of vision will be interrupted. Donc évidemment, il faut un gros plan comme on n'en fait jamais dans un sitcom, juste pour gêner le spectateur. Donc ça, c'était pour présenter le système, et on va voir un peu à quoi ça ressemble une fois une fois que c'est lancé. Et donc là, vous avez des comédiens qui jouent en direct devant un public. On ne refait pas de prise, en fait. Donc les chants contre chants sont faits en direct, en fait. I didn't have any trumps. I thought you knew that. Why do you think I was kicking you under the table? You didn't kick me. Well, then who did I kick? Is there any liniment in the house? Oh, Fred, I'm sorry. Et là, par exemple, ce plan-là, qui est un plan relativement cadré, en fait, c'est la caméra qui filmait Lucy juste avant, en plus gros plan. Ce système à trois caméras, en fait, permet de couvrir toute la séquence, après, bien sûr, répétition avec les comédiens, quel que soit l'endroit du décor où les comédiens se trouvent. Là, par exemple, ils sont allés sur le piano, donc la caméra frontale peut la voir lui, et la caméra qui est à droite, peut filmer sur la gauche ce comédien qui va s'approcher d'eux aussi. Voilà. Mais tout ça est fait dans la continuité. Et Lucille Ball avait travaillé au cinéma, elle avait fait des films de cinéma avant ça, et par rapport à ce système à 3 caméras, elle savait qu'elle allait avoir besoin d'un chef opérateur de très grand talent. Et le meilleur chef opérateur avec lequel elle avait bossé au ciné, c'était un chef-op de légende qui s'appelle Karl Freund, qui était un chef-op allemand, qui a bossé sur des petits films sympas comme, je pense à Metropolis, Key Largo, des choses comme ça, qui était considéré comme un des plus grands chefs-op hollywoodiens. Il avait eu l'Oscar plusieurs fois, etc. Bon, c'est une légende du métier, et il voulait évidemment pas du tout aller traîner à la télévision, ça l'intéressait pas. C'est Lucille Ball qui, en parlant passionnément de ce qu'elle cherchait à faire, qui en fait l'a séduit.
Et ce qui l'a séduit, entre autres, c'était le challenge, c'est-à-dire que lui, il était convaincu que si on filmait à 3 caméras simultanément, il allait avoir des soucis d'intégration, comment dire, des teintes, en fait, des teintes noir et blanc. C'est-à-dire que généralement, au cinéma, on filme avec une seule caméra, on éclaire le personnage qu'on va filmer, mais si on fait un changement, un champ contre champ, on va refaire un autre éclairage. Là, l'idée, c'était que quel que soit le plan qu'on prenne, tous ces plans-là s'enchaînent les uns les autres d'une façon absolument nickel. Et ça, c'était un gros challenge. Et donc, Karl Freund a mis en place un système qui a été utilisé jusqu'à, je pense, la fin des années 90, où l'essentiel des projecteurs, en fait, sont au-dessus des comédiens. Il a rendu fou les décorateurs, les costumiers, enfin tout le monde, parce qu'en gros, chaque décor, chaque costume a été choisi en fonction des teintes qu'il allait renvoyer, de façon à ce qu'elles soient toutes adaptées les unes aux autres. Même, par exemple, la feuille de papier qu'il y a sur le piano, ou les journaux que les personnages peuvent lire dans le sitcom, étaient teints d'une certaine façon, avec une espèce de gris blanc, de façon à ne pas pécher par rapport au costume, parce que si le journal est vraiment une feuille blanche et que le point a été fait sur un costume un peu plus gris, on verra plus ce qu'il y a sur le journal. Donc il fallait un journal gris aussi. Bon, enfin, voilà. Freund a passé un temps fou à mettre en place ce système-là, qui a servi bien sûr sur toute la série I Love Lucy, mais qui a été ensuite employé par absolument toutes les sitcoms, y compris des sitcoms des années 90 comme Seinfeld, qui fonctionnent elle aussi sur ce système à 3 caméras, avec ce type d'éclairage par le dessus. Du coup, c'est très pratique parce que ça permet effectivement de faire une grande économie de temps et de moyens, où on peut vraiment devant un public filmer et mettre en boîte un épisode quasiment en une après-midi. La conséquence esthétique, elle est que du coup tout va se ressembler. Cette uniformisation du plateau à laquelle Karl Freund s'est adonné pour I Love Lucy va devenir une uniformisation de la télévision, puisqu'on va s'apercevoir, comme vous pouvez le voir sur cette image derrière moi, qu'elle est très très lisible. Elle a été pensée pour être immédiatement décryptée sans aucune difficulté par le spectateur. Et ça va contaminer la façon de mettre en scène les séries en général. Et on arrive aux années 70, donc à des séries télé qui sont filmées en 35 mm, dans non pas devant un public, mais entre guillemets à la façon de film, c'est-à-dire avec juste une équipe et des comédiens, mais dont le visuel renvoie confusément à celui de I Love Lucy. Je vais vous passer un extrait de Kojak, une série des années 70. On ne va pas le passer en entier, c'est juste pour vous faire une idée de cet éclairage par le dessus. Donc vous voyez, en fait, contrairement à ce qu'on avait sur la 4e dimension tout à l'heure, ici, tout est visible. Et la seule chose qui compte sur une série comme Kojak, en gros, c'est de voir Kojak. Donc on a effectivement son amorce pour faire un petit peu de dynamique, mais ce qui nous intéresse là, c'est le visage du comédien. Le décor est complètement flou, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière eux. Et beaucoup de séries, donc voire la majorité des séries des années 70, vont être éclairées et filmées de cette façon-là, c'est-à-dire en gros avec la moitié du temps le comédien face, plus aucune composition complexe. Pensez à l'extrait de Twilight Zone tout à l'heure, où vous aviez une pièce remplie de choses et de machins, avec des barreaux du lit par-dessus le visage de la comédienne, etc. Tout ça, on oublie. On est dans l'uniformisation, parce que c'est ce qui ressort, c'est ce qui tranche le plus sur un petit écran de télé dans une pièce éclairée. Donc c'est vraiment la philosophie de la façon avec laquelle le public consomme notre produit doit déterminer l'esthétique du produit. On est dans une esthétique utilitaire, en fait, de la série à cette époque-là. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y en a toujours. On me faisait remarquer tout à l'heure que je n'avais pas prévu de parler du Prisonnier. Il y a eu des séries qui ont tenté des choses, que ce soit au niveau du montage, au niveau de la photo, des séries souvent à prestige. Donc je pense effectivement aux Prisonniers, mais on avait également une série comme Chapeau Moulin et Bottes de Cuir qui sortait un petit peu de ce cadre-là. Bien sûr, je vous ai parlé des Alfred Hitchcock Présente et autres qui sont plus anciens. Mais dans l'ensemble, sur les années 70, que ce soit Kojak, que ce soit Dallas, que ce soit des séries comme ça, on est sur cette gamme de couleurs et de teintes, et on ne va vraiment pas en sortir. Et ça va conditionner chez le public
l'idée que une série, ça ressemble à ça. À l'époque, moi je suis quelqu'un des années 80, quand on zappait sur une chaîne à la télé dans les années 80, on savait immédiatement en une fraction de seconde si on était sur une série, sur un film, sur un programme en direct, simplement à la teinte de l'image. Et la teinte de Kojak, c'est la teinte des séries des années 70. Donc encore une fois, il va y avoir des tentatives de sortir un peu de ce cadre restreint, et bien heureusement, puisque par la force de sa production, la série télé des années 60-70 va être le principal fournisseur de jeunes cinéastes qui vont ensuite aller sur le grand écran. On peut penser bien sûr à des gens comme Steven Spielberg, qui a réalisé le pilote de la série Columbo, mais même une série comme Starsky Hutch avait pour réalisateur John Badham, qui ensuite a fait beaucoup de films. On a Richard Donner, William Friedkin, enfin, bon, Sidney Lumet, la liste est sans fin. Et bien sûr, ces gens-là ont tenté, sur les séries sur lesquelles ils bossaient, de temps en temps de faire des choses. Mais chacune de leurs tentatives nécessitait des négociations très lourdes avec un studio, d'autant moins intéressé par ces tentatives-là que ce qui comptait, et ce qui compte encore aujourd'hui dans une série, c'est la voix du scénariste, ou ce qu'on appelle aujourd'hui communément le showrunner. C'est lui le vrai maître à bord. Au cinéma, dans les productions filmiques, on considère vulgairement que c'est toujours le réalisateur qui a la plus grosse, au sens où c'est son mot à lui qui est le mot définitif. Sur une série télé, c'est vraiment le showrunner qui a le dernier mot. Donc si un réalisateur commence à avoir des petites préciosités, on va vite le calmer, et en partie parce que le système de production nécessite de tourner un nombre conséquent de pages de scénario en très peu de temps et avec des moyens limités. Et ces méthodes-là sont des méthodes qui ont prouvé qu'on pouvait boucler les séries en temps et en heure. Donc, la mauvaise presse que la série télé va avoir sur toutes les années 80 et 90, je pense qu'elle est en partie due à ça. C'est-à-dire que on s'attend à ce que ce soit les critiques de cinéma qui parlent de séries télé, et ces critiques de cinéma vont se désintéresser de la série télé parce que, sur un plan esthétique, elle est totalement uniforme, en fait. Il va falloir attendre la toute fin des années 90 et ce qu'on a appelé le nouvel âge d'or de la série télé, pour que la critique cinéphile s'intéresse à la production télévisuelle et se mette à considérer que tout d'un coup les séries seraient mieux. Bon, je ne pense pas qu'elles sont mieux sur un plan scénaristique. Il y a eu des tas de séries de très très haute qualité scénaristique qui ont été faites pendant toutes ces années-là, mais leur esthétisme ne leur a pas permis de séduire un public qui était visiblement plus intéressé par le visuel plutôt que par le texte. Pardon. Donc, une des personnes qui, à mon avis, fait partie des unsung heroes, c'est-à-dire des héros dont on ne chante pas la gloire par rapport à l'histoire de la série télé, c'est un réalisateur de cinéma qui s'appelle Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, c'était ce qu'on appelait dans les années 90, ce qu'on peut appeler un bon faiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des films efficaces, dynamiques, qui n'avait pas vocation à renverser l'ordre des choses et à avoir des Oscars, mais qui vraiment donnait au spectateur exactement ce qu'il était venu chercher. Alors, je vais vous donner les titres, vous allez voir, c'est pas forcément prestigieux. Il a réalisé Predator 2, Judgment Night, Blown Away, donc des films qui étaient des films d'été, souvent d'action, mais qui étaient relativement dynamiques, et notamment parce que c'était un des cinéastes qui s'était le plus intéressé à l'époque au nouveau système qui était mis en place de caméra portée. Et donc ces films donnaient toujours l'impression qu'on était très très près des personnages lorsqu'ils étaient dans l'action. Stephen Hopkins, sa carrière, parce qu'il a, comme tous les réalisateurs, certaines ambitions, et il va vouloir faire un film qui est une espèce d'hommage au grand cinéma classique d'aventure des années 40-50. Et ce film va être un énorme échec, en plus d'avoir été un tournage absolument cataclysmique. C'est un film qui s'appelle L'ombre et la proie, qui se passe en Afrique au début du XXe siècle, avec une histoire de
comment dire, de contremaître anglais qui est envoyé sur des chantiers où les gens se font bouffer par 2 lions insaisissables. Et donc son boulot, ça va être entre autres de buter ces 2 lions insaisissables. C'est basé sur une histoire vraie, et c'est un film qui avait donc à l'époque de sa sortie, de sa fabrication, l'ambition d'être une espèce de grand film je dis, entre guillemets à la David Lean, mais plus à la John Huston, ce genre de personnage là. Je vais vous passer donc un extrait du film parce que il va peut-être vous éclairer sur les méthodes de travail. Alors déjà, je suis obligé de vous expliquer ce qui s'est passé pendant le plateau. Donc la star du film, c'était un comédien qui s'appelle Val Kilmer. Et à cette époque-là, il était en très très grave crise existentielle, on va dire, et il avait une fâcheuse tendance à disparaître du plateau. Donc ils ont dû tourner l'essentiel du film sans le comédien principal. Il y a une anecdote de producteurs qui voulaient voir Val Kilmer pour lui proposer un film qui s'appelait Le Saint, et donc ont été en Afrique à sa rencontre sur le plateau de L'Ombre et la Proie. Et ces producteurs racontaient que quand ils sont arrivés sur le plateau, donc personne ne savait où était Val Kilmer et que ça faisait 4 jours qu'il avait disparu. Et ils l'ont retrouvé au fond de la savane dans une cabane au milieu d'un nombre incalculable de bouteilles de whisky. Et il avait passé son temps à tirer sur tout ce qui bougeait au fait autour de lui. Donc il y avait des animaux morts dans tous les coins. Et les producteurs en question se sont aussi fait tirer dessus, bien heureusement sans dégâts. Mais ça donne une idée du cataclysme. Et donc le pauvre Stephen Hopkins, qui était parti pour faire un grand film d'aventure épique, s'est retrouvé à devoir vraiment composer avec un comédien très versatile. Et du coup, sa méthode de travail... comment dire, de ses premières productions, qui était une méthode très près du corps, etc. Il a été obligé de l'utiliser sur L'Ombre et la Proie, parce qu'il ne pouvait pas faire ces grands mouvements de caméra, de grue, des choses qui mettent beaucoup de temps à être mises en place. Simplement, voilà, il fallait qu'il s'adapte à la situation. L'Ombre et la Proie a pour chef opérateur un très très grand nom du métier qui s'appelle Vilmos Zsigmond, mais on ne peut pas vraiment considérer que ce film... lui rend hommage, vu les conditions dans lesquelles il a été tourné. Je vais quand même donc vous passer un extrait. Alors attendez, j'ai mis 31-20, pour que vous fassiez une idée du style de mise en scène. Alors, excusez-moi, je ne sais pas encore aller autant. Comment on fait pour... non, ça ne marche plus mon truc. Hop, 31-20. Total confidence. Well, after he's born, I think travel might be the order of the day. Donc tous les plans que vous avez de Val Kilmer, c'est ce qu'ils ont pu tourner, les moments où il était présent en fait. Thought you might need reminding. Si vous faites attention un peu à la mise en scène, vous voyez qu'il y a à la fois des mouvements d'appareil en courte focale, c'est-à-dire qu'on voit très large, et immédiatement suivi de mouvements beaucoup plus, avec une image beaucoup plus écrasée, en longue focale. Donc, vous voyez, là, ça c'est la longue focale, et là, ça c'est la courte focale. Et donc tout est décomposé comme ça entre ces deux types de prise de vue, qui sont en fait plus un tournage à l'économie, parce que mon sentiment, c'est qu'il aurait plutôt voulu tourner toute la séquence en courte focale, mais que pour la dynamiser, en ayant peu de temps devant lui, il faisait à la fois ces longues focales, pour pouvoir avoir un montage plus dynamique.
Voilà, donc c'est raté pour cette fois-ci. Donc, la séquence fonctionne relativement bien, mais elle a vraiment été tournée, donc, comme je vous l'ai dit, dans des conditions très très pénibles. Et c'est là où tout le savoir-faire de Stephen Hopkins dans l'adversité a dû se déployer. Sa carrière va être complètement brisée, sa carrière hollywoodienne va être complètement brisée par ce tournage cataclysmique et l'échec du film en salle. Il va ensuite faire un film de commande auquel il ne croit absolument pas et qui sera encore pire, qui s'appelle Perdu dans l'espace. Mais en gros, il sait que pour lui, le grand écran, c'est fini. Et il va se tourner vers la série télé. Et il va se tourner vers la série télé en y amenant justement ce savoir-faire de l'urgence qu'il a développé dans les années 90, et notamment ce savoir-faire en termes de caméra portée et de découpage, comme vous l'avez vu, de ces alternances entre courte focale et longue focale. Il va en fait travailler sur une série que vous connaissez, je pense, au moins de réputation, qui s'appelle 24 heures chrono. Et il va donc développer les premiers épisodes. Et c'est vraiment lui et son chef-op qui vont donner la charte graphique qui va servir sur toute la série. Tout l'intérêt, en fait, de ce qui va se passer, à mon sens, sur cette série, et qui, pour moi, est vraiment, sur le plan esthétique, la série qui a changé les choses, c'est que à la fin des années 90, les fabricants de téléviseurs commencent à démocratiser un nouveau format qui est le format 16:9. Alors, petit retour en arrière. Lorsque la télévision a fait son apparition fin des années 40, début 50, elle était bien sûr un concurrent au cinéma. Les studios à l'époque, les studios hollywoodiens, les studios de cinéma, ont désespérément cherché un moyen de se distinguer le plus possible de ce que la télé pouvait proposer à ses spectateurs. Et c'est à cette époque-là qu'a été développé les formats larges, comme le cinémascope, le VistaVision, le 70 mm, tout ce qui, en gros, donnait au film un aspect extrêmement élargi et grandiose par rapport au côté rétréci des écrans de télé qui, eux, étaient au format 37. Tous ces écrans de télé avaient été faits, en fait, au format des films des années 30, qui étaient tous en format 1,37. Mais dans les années 50, donc, le cinéma, lui, s'élargit pour être incompatible, en fait, avec la télévision. Et cette incompatibilité va se retourner contre lui, puisque dans les années, à partir des années 80, la télévision va devenir la principale source de financement des films. Et ça va être en fait, avec l'explosion des chaînes du câble au début des années 80, les sources de financement se multiplient, et donc les studios comprennent qu'il y a plus d'argent à se faire en pré-vendant leurs films à toutes ces chaînes à péage et à toutes ces chaînes de télé, que simplement compter sur l'exploitation en salle. L'exploitation en salle, dans les années 80, va devenir de plus en plus réduite, parce qu'avant, les films restaient plus longtemps à l'affiche, le temps de faire leur entrée, en fait. L'exploitation en salle va être de plus en plus réduite, et le vrai business va se faire sur les diffusions télé, et ensuite sur le marché de la vidéo. Ce qui veut dire que les films qui sont fabriqués dès les années 80, on sait que les films qu'on fabrique dans les studios hollywoodiens vont être plus vus par des spectateurs sur un écran de télé que dans les salles de cinéma. Et alors que dans les années notamment 50-60, les réalisateurs qui tournaient pour le cinéma avaient pris l'habitude de faire des compositions extrêmement élaborées qui prenaient tout l'espace du cinémascope ou tout l'espace de ces grands formats, se retrouvent à devoir faire marche arrière et à se dire, oui, mais si on fait des compositions ultra formées, il faut savoir qu'un film en cinémascope, lorsqu'il passe sur un écran 4 tiers dans les années 80, c'est la moitié de l'image qui est coupée. 50% de l'image, c'est quand même beaucoup. Si vous avez 7 personnages, il vous en reste plus que 3,5 à l'image. Donc, bon, vos compositions, vous pouvez un peu vous les mettre où on se pense. Et les réalisateurs, du coup, vont commencer à essayer de trouver des compromis, en fait, c'est-à-dire à faire des compositions relativement intéressantes en salle, mais qui ne soient pas complètement flinguées par une diffusion télé. Et on va en retourner vers des compositions plus sages, en fait. Et la tendance va s'inverser à la fin des années 90, parce que ce format 16/9 va être développé justement pour qu'on puisse enfin en finir avec cette incompatibilité de format entre le cinéma et la télévision.
La majorité des films dans les années 90 sont tournés dans un format qui s'appelle le 1,85 et le 16:9 en fait c'est du 1,78, donc on est presque sur les mêmes formats. Donc, fin des années 90, on arrive donc à faire on commence à faire ce genre d'écran de télé, et les chaînes câblées vont commencer à passer réellement par du câble. Jusque-là, il y avait beaucoup de chaînes qui passaient par du satellite, etc. Mais là, on va vraiment commencer à passer par du câble, avec une meilleure réception du signal, à la fois audio et vidéo, ce qui va permettre, pour les gens qui sont équipés, de pouvoir voir chez eux la télévision en Dolby Stereo, avec une image on va dire de bonne, voire très bonne qualité. En France, on était même carrément privilégié, puisqu'on avait la fibre optique dès le début des années 90, et certains spectateurs avaient des conditions de réception absolument exceptionnelles de télévision. Et donc ça va complètement changer la donne, parce que dorénavant, tout ce qui était tacitement interdit dans les séries télé, c'est-à-dire justement les compositions complexes qu'on a vues tout à l'heure de Twilight Zone, on va pouvoir s'y remettre enfin. Sauf qu'on n'est plus dans les années 60, on est dans la fin des années 90, le cinéma a changé, il est devenu plus dynamique, plus monté, plus cuté, mais on peut se permettre d'avoir des contrastes plus violents, de tourner des scènes de nuit sans mettre des spots dans la gueule des comédiens, et d'avoir beaucoup plus de mouvements de caméra à l'épaule, parce que c'était pas très bien vu dans la série télé, parce qui dit caméra à l'épaule dit flou de mouvement, et qui dit flou de mouvement sur un écran de mauvaise qualité, ça devient irregardable. Mais maintenant que la réception est bonne, on va pouvoir y retourner. Et c'est là où le style de Stephen Hopkins, dont je vous ai montré l'extrait, donc de L'ombre et la proie, peut revenir à la surface sur une série télé. Alors, je vais passer un tout petit truc où il parle justement de la mise en scène de 24 heures. Est-ce que j'ai besoin de faire la traduction, ou généralement les gens présents comprennent l'anglais assez facilement ? Ok, donc on va y aller. Alors, we wanted to create something that had a sense of style and yet be sketchy enough so that we weren't tying ourselves into establishing this big space and committing to showing it a certain way. Stephen Hopkins woke up one morning and there was this huge, like 8 or 9 page scene. On avait ce jour-là 8 ou 9 pages de script. Et c'était une scène qui aurait dû être coupée en 5 scènes. Et en gros, il a décidé de la tourner en une seule, quasiment en une seule prise. 5 ou 6 intrigues séparées, mais dans la continuité. Donc on a passé 6 heures à répéter. Ça a rendu les producteurs extrêmement nerveux, parce que de toute la matinée, ils voyaient qu'on n'enregistrait rien. Enfin. Et en fait, en 3 heures, tout était dans la boîte. We made a conscious decision not to use light. On a fait exprès de ne pas trop utiliser les lumières. Too good, artificially good for that situation. So what it means is sometimes you get a shot where the actor's not. Voilà, parfois on ne voit même pas les visages du comédien. Or you see, just their hands are lit and their face is not lit. We wanted to kind of keep the show as down and dirty as possible, just to stay compelling as opposed to feeling too Hollywood. To help reinforce that sense of authenticity, we never put the camera anywhere where a person couldn't be. On ne mettait jamais la caméra là où quelqu'un ne pouvait pas être, parce que souvent, donc, sur les séries ou sur les films, on gruge avec les perspectives, et bien sûr, comme vous l'avez vu sur le plateau d'I Love Lucy, on a un 4e mur, en fait, où il y a toute l'équipe qui est présente. Là, le challenge, en fait, c'était de tourner au maximum avec le caméraman présent dans les lieux en même temps que les comédiens, très proche donc des comédiens. Outside what we call the fourth wall. You always feel you're within the room or within the space, even when the assassin is having sex with the guy on the plane. The lens feels like it's within that room. What's your name? Martin. I'm Mandy.
The split screens were sort of. Et après, bon, il parle du split screen, mais ça, si vous avez vu la série, vous savez. Alors, voilà. Donc, ce qu'il va y avoir d'intéressant avec la série 24 heures, c'est que donc, c'est une série qui est, notamment dans l'épisode pilote, essentiellement nocturne, puisqu'elle démarre à minuit, dans lequel on va plus du tout avoir cette espèce d'uniformisation d'éclairage, mais au contraire des contrastes extrêmement violents. Et où, pratiquement tous les plans sont tournés par des systèmes, des rigs, en fait, des systèmes à l'épaule, avec une demande explicite du réalisateur par rapport aux opérateurs, à toujours avoir à l'idée de garder l'acteur en arrière-plan dans le champ. C'est-à-dire qu'il est aussi important de voir ce qui se passe au premier plan dans la série que la réaction du comédien qui est plus ou moins à l'arrière-plan. Je vais vous passer donc un extrait pour qu'on se remette un peu en mémoire à quoi ça ressemble. C'est la première fois que le héros arrive physiquement dans le central en fait où il travaille et où a lieu une grande partie de la série. J'ai besoin de repositionner un peu 24 heures où tout le monde connaît dans la salle. Vous connaissez cette série? Le principe de la série? Non? Oui, non? J'entends pas. Donc c'est une série donc, de tout début des années 2000, dont le principe était que chaque épisode d'une heure se passait pendant une heure. Ça veut dire que une saison fait 24 épisodes et c'est une journée entière, en fait. Et la première saison, c'est en gros, Jack Bauer va raconter la pire journée de toute sa vie. Et chaque épisode donc, va être en temps réel. En fait, on ne gruge pas avec le temps. Donc ça commence à minuit et ça se termine à minuit. Et dans cette journée-là, il va notamment empêcher l'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle par deux terroristes. Donc c'est une série qui fonctionne, qui doit pour le coup, puisqu'il se passe concrètement peu de choses sur une heure de la vie du personnage. On ne peut pas avoir 50 000 retournements de situation. Du coup, c'est une série qui a la nécessité d'être dynamisée par les comédiens et par la mise en scène. Et donc la mise en scène va devenir vraiment importante. Cette façon de prendre caméra à l'épaule, de suivre les comédiens de très près, etc., elle va vraiment déterminer la nervosité de la série et lui assurer son énorme succès. Ça va être un vrai carton. Il va y avoir, je crois, 7 saisons en tout. Donc, dans l'extrait que je vais vous passer, là, ils vous ont parlé des contrastes, de lumière et tout ça, mais amusez-vous à voir aussi que les comédiens qui ne sont pas au centre de l'image, on a toujours quelque chose les concernant, en fait. Ils ne sont jamais laissés de côté ou dans le flou, comme c'était le cas dans les années 70. Alors, 9 minutes 30... Alors voilà. La série est rythmée d'une séquence à l'autre. Elle est rythmée donc par des split screens où on est à la fois dans la séquence qui vient et la séquence passée, parce que les personnages passent beaucoup de temps au téléphone et du coup le parti pris c'était de les montrer simultanément quand ils sont au téléphone. Les plans qu'on a dans le split screen, si on les prend séparément, ce sont des plans qu'on aurait pu voir dans une série des années 80-90. Mais quand on va arriver sur le plein écran, là, on est dans une esthétique qui est plus celle d'une série moderne, on va dire. It was like when we were kids, you know. It's a different world now, Jack. Yeah, I know. Hey, Paul. Listen, I was talking to Denise the other day, and she and Steve took Nikki to a therapist, and they said it really helped. Maybe we should think about that. Yeah, well, maybe. We Oui, talk about it when I désolé. get home. Honey, I'm already here. Let me give you a call back in a little while. Who's here? Everyone. Vous voyez, il y a des choses qui passent devant la caméra. Okay, good. Tony, I need detailed background on everyone on David Palmer's staff now. Why? Because I think this is about him and I want us to be prepared. Bad time to play a hunch. If it leaks out that we're screening Senator Palmer, people might think it's because he's black. Well, it is because he's black. Vous voyez, la comédienne, elle reste à l'image. On a besoin d'avoir ces réactions à elle. I don't care how it's interpreted on the outside. I just gave you an order and I'd like you to follow it, please.
Good, thank you. Let me know as soon as Wallace gets here. I gotta make it. Remise au point, et hop, vous voyez, il sort du champ, on arrive sur lui. Alors, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de plan qu'on n'aurait absolument jamais vu dans une série des années 90. Un plan large de la ville, la nuit. Pareil, un plan de l'intérieur d'un véhicule, ça se faisait pas. Parce que là, vous avez ce que vous avez là ici, c'est vraiment une composition qui, dans les années 90, aurait été vue plus au cinéma. Il y a trop d'éléments à l'image pour que ça en fasse une image, entre guillemets, lisible, dans l'ancienne acceptation du terme. Mais si Stephen Hopkins se permet ce qui se permet sur cet épisode pilote, qui encore une fois va vraiment être la charte graphique de toute la série à venir, c'est qu'il sait que le temps est venu de... D'ailleurs, la réception des écrans, et donc la façon avec laquelle les gens vont se comporter par rapport à l'écran, parce que l'arrivée des écrans 16:9 va aussi avoir pour effet d'élargir le champ de vision du spectateur, et les gens qui ont les moyens à l'époque de s'acheter des 16:9 vont prendre goût à ça, et il va y avoir une espèce de course au format qui va faire des écrans de plus en plus grands. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a des dalles qui sont absolument gigantesques. Mais l'intérêt d'avoir des dalles gigantesques, c'est pas pour avoir un gros plan de comédien. L'intérêt d'avoir des dalles gigantesques, c'est d'avoir une image avec beaucoup de détails dont on puisse profiter de tous les éléments. Et là, une image comme celle-ci, donc on a ces deux demoiselles, le tableau de bord de la voiture, les fleurs dessus, le personnage qu'elle s'apprête à rencontrer en arrière-plan, et tout ça, c'est des éléments qui sont, à l'époque où la série arrive, je ne sais plus sur quelle chaîne elle est, c'est Fox, à l'époque où la série arrive, c'est d'une certaine façon du jamais vu. Mais les spectateurs étant prêts, technologiquement et psychologiquement, à consommer de cette façon-là une série, c'est-à-dire en étant maintenant attentif à l'image, ça va être un carton, et ça va vraiment libérer les ambitions, on va dire, cinématographiques des réalisateurs de séries de l'époque. Pareil, encore une caméra à épaule. Donc voilà, je pourrais vous passer tout l'épisode. Je pense qu'il est vraiment emblématique. Si vous vous intéressez à l'évolution de la mise en scène, je vous conseillerais vraiment de prendre, je ne sais pas moi, un épisode d'une série comme Oz ou Les Sopranos, donc de la fin des années 90, ou même NYPD Blues, qui étaient donc des séries que la critique avait remarquées dans ces années-là, et de le comparer avec ce pilote de 24 heures chrono. On est vraiment passé à autre chose. Tout d'un coup, le cinéma fait son retour sur la petite lucarne. Et ça va vraiment, vraiment conditionner toute l'évolution qu'on va voir dans les années 2000, puisque donc le matériel, comment dire, les qualités technologiques vont être bien sûr déterminantes, comme j'ai insisté là-dessus, mais aussi ça va avoir pour effet de modifier la façon qu'ont les spectateurs de regarder ces séries. Parce que quand vous regardiez Kojak dans les années 70, même si vous aviez envie d'être devant votre écran de télé et de ne pas bouger, et de vous mettre dans le noir comme si vous étiez au cinéma, il faut dire ce qui est, au bout de 10 minutes, vous en aviez un peu marre de voir de la tête de Telly Savalas éclairée. Si vous voulez concentrer du temps sur une image, il faut que cette image vous donne en retour beaucoup d'éléments. Et 24 heures, je pense, est vraiment la série qui a commencé à se dire, maintenant on peut mettre beaucoup de choses à l'image. On n'a pas tellement de choses à raconter. Encore une fois, cet épisode, c'est 1 heure seulement. Donc il se passe, on va dire, 3 événements importants. Mais on va le raconter de façon dynamique. Donc ces gamines, ces deux jeunes filles qui se rendent à cette soirée pour rencontrer des mecs, il se trouve qu'elles vont être prises en otage, tout ça, par la suite. Mais à ce moment-là, c'est d'un quelconque absolu ce qui leur arrive. Et donc ce quelconque, on le dynamise par une mise en scène qui est très près des persos. Pardon. Et donc...
le carton donc de cette série va vraiment, je pense, négocier un virage, et un virage qui va être surtout pris par les chaînes à péage. Donc, ben, ça sera notamment par la suite une chaîne comme HBO et plus tard, quand Netflix va vraiment se lancer dans la série aussi, qui vont comment dire, bénéficier de cette nouvelle attitude en fait du public. C'est-à-dire que dorénavant, le public va commencer à regarder les séries en s'installant devant. Ça sera plus un truc qu'on regarde en mangeant. On va se mettre en couple ou même en famille, et on va vraiment se mettre dans le noir et on va regarder l'épisode sur un bon écran avec une bonne réception, etc. Et donc il faut que cet épisode il puisse donner à peu de choses près ce qu'un film est supposé donner. Autre élément qui va contribuer à modifier les styles de mise en scène, c'est la fabrication technologique. Donc alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les changements de caméra, mais bon, c'est bon de le notifier quand même. 24 heures chrono, c'est encore une série qui est faite avec des caméras à pellicule. Alors c'est des pellicules extrêmement sensibles qui, à l'époque où la série se fait, sont en gros les pellicules les plus modernes que Kodak faisait à l'époque, c'est-à-dire puisque le plan que vous avez vu du ciel, évidemment il n'y a pas d'autre éclairage que celui de la rue, donc il faut quand même une certaine sensibilité pour l'avoir. Mais par la suite, dans les années qui vont suivre, l'arrivée notamment de caméras comme la RED, la Vipère et autres, qui sont des caméras numériques, vont vraiment complètement changer les méthodologies de tournage. Petit retour en arrière, il y a une série dont je n'ai pas ramené d'extrait, qui est en soi une assez mauvaise série, je pense, mais qui a un intérêt historique. C'est la série des Young Indiana Jones Chronicles, qui en français s'appelait Les Aventures du jeune Indiana Jones, je crois, un truc comme ça. Donc, qui était une série produite par George Lucas où il imaginait ce qu'avait pu être donc l'enfance de ce héros. C'est une série assez déceptive au regard de la qualité insensée des films à laquelle elle fait référence, et donc elle n'a aucune chance de pouvoir séduire autant que ça, mais qui a eu un intérêt historique parce que Lucas s'en est servi à l'époque pour tester des technologies qui n'avaient pas encore, avant de les lancer dans le cinéma. Donc ça a été notamment le montage virtuel et le compositing. Alors le compositing, c'est l'art de recomposer une image qui a été tournée en plusieurs morceaux. Par exemple, vous allez tourner avec des comédiens devant un fond vert, vous allez tourner ensuite une maquette d'un certain décor, vous allez tourner ensuite des figurants. Par exemple, vous avez une centaine de figurants, mais vous voulez qu'ils soient 500, donc vous allez en gros les filmer 5 fois dans des positions différentes, et après vous allez recomposer tout ça. Et vous aurez vos comédiens dans une maquette avec les 500 figurants derrière. Et tout ça se fait numériquement. Ça va être donc pas mal expérimenté sur la série Indiana Jones Chronicles, notamment sur la question de la figuration. Lucas va s'en servir à la fin des années 90 sur sa nouvelle saga Star Wars, donc les épisodes de la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, qui sont en résumé beaucoup de comédiens sur fond vert avec beaucoup de décors synthétiques, donc des CGI en images de synthèse. Mais un autre cinéaste à l'époque va se servir du compositing de façon un peu plus organique. C'est Peter Jackson sur la saga du Seigneur des Anneaux. Et de la même façon, il n'y a pratiquement aucun plan du Seigneur des Anneaux qui soit un plan tel qu'il a été filmé sur le plateau. C'est toujours un cumul de comédiens, de maquettes en dur et d'images de synthèse. Et ce compositing, en fait, les outils, ce développement, expérimentés sur les films sont ensuite démocratisés. Et on se retrouve à les utiliser de plus en plus sur les séries télé, parce qu'aujourd'hui, on a des outils de compositing qui permettent vraiment de faire de mettre des comédiens dans des situations complexes, sur un bord de toit d'immeuble, par exemple, ou au milieu de Central Park, alors qu'on ne peut pas tourner à Central Park. La plupart des séries aujourd'hui utilisent énormément de compositing.
Il n'y a pratiquement plus de scènes qui se tournent pardon, dans la rue la nuit. Vous pouvez plus tourner à New York. Les tournages à New York sont ultra complexes au niveau des droits, etc. Et donc, si vous voyez une série comme CSI New York, la moitié des scènes d'extérieur sont tournées en studio, en fait, avec du compositing par-dessus. On a aujourd'hui la possibilité, avec le compositing, donc de recréer un peu les images qu'on veut, et ça va permettre à les conditions de diffusion des séries par le matériel actuel va permettre à des cinéastes qui ont besoin d'expérimenter, mais qui n'ont pas toujours la possibilité d'expérimenter sur des budgets de gros films, de se tourner aussi vers la série pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est le cas notamment d'un esthète comme David Fincher, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le compositing. David Fincher vient des effets spéciaux. Il a débuté à ILM, la boîte de George Lucas, dans les années 80. Et il s'est jamais départi d'un goût de la recomposition d'images. Et il se trouve que sur une série télé, parce qu'il s'appelle Fincher, parce qu'il amène du prestige, son nom sur une série suffit à la vendre. En gros, on le laisse faire un petit peu ce qu'il veut. Et s'il veut faire le maniaco-dépressif, il peut faire le maniaco-dépressif. Il a les outils pour ça. Je vais vous passer une petite vidéo du type de compositing qu'il peut faire sur une série comme Mindhunters, à la fois en termes de retravail des teintes, mais vous allez voir pas seulement les teintes de couleur. Attendez, je la remets au début, excusez-moi. Donc ça, c'est typiquement le genre de plan qu'auparavant on ne pouvait voir que dans un film, puisque c'est une mise en abîme de la télévision, et on ne voyait pas de mise en abîme à la télévision. Et là, pourtant, on a affaire à une série télé qui joue donc sur la mauvaise définition des postes de télé de l'époque. Vous voyez où je veux en venir. Et pour que le spectateur puisse profiter d'une image comme celle-ci, aujourd'hui, d'une image aussi composée, aussi travaillée, il faut que les qualités de diffusion soient à la hauteur, en fait. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on a chez nous le matériel dont on dispose, et les conditions de confort dont on dispose, que ces réalisateurs et ces chefs opérateurs se permettent ce qu'ils font là. Là, en l'occurrence, c'est une image intégralement une image de synthèse.
Donc voilà. Là, bon, évidemment, j'ai pris un exemple extrême, qui est donc une série faite par un cinéaste particulièrement maniaco-dépressif. Donc vraiment le genre de gars à vous demander de rajouter une feuille d'arbre en arrière-plan. Mais ce genre de techniques de compositing, vous les voyez, enfin, elles sont aujourd'hui dans pratiquement toutes les séries que vous pouvez, enfin, américaines en tout cas, que vous pouvez voir, y compris donc les CSI et compagnie. Alors, on en arrive donc aujourd'hui à une forme de libération esthétique qui permet enfin de concevoir les séries télé autrement que en prenant en compte les conditions de diffusion, comme c'était le cas dans les années 80-90. Néanmoins, il y a quelque chose qui, moi, ne cesse de me surprendre, c'est que dès le début des années 2000, on se doutait que les nouvelles plateformes de diffusion allaient amener une multiplicité des supports. Et que les gens allaient commencer à regarder, à consommer à la fois leurs films et leurs séries, un peu sur tout et n'importe quoi. Et on le voit aujourd'hui, il y a autant de gens qui regardent, il y a des gens qui regardent sur leur vidéoprojecteur sur un écran de 3 mètres de base, et d'autres qui regardent la même série sur leur iPhone dans le métro. Et la question que je me posais à une époque, il y a une dizaine d'années, c'était mais comment vont-ils faire pour concilier les deux? Bon, il se trouve qu'ils ont décidé de ne pas concilier, c'est-à-dire qu'ils pénalisent celui qui regarde sur l'iPhone. La plupart des séries à prestige aujourd'hui sont vraiment pensées et construites pour les meilleures conditions de projection possibles, c'est-à-dire grosso modo des conditions de salle. Le travail qui est fait par les chefs opérateurs sur les teintes de lumière et de couleur est vraiment du niveau, pratiquement du même niveau que celui au cinéma. Parce que, encore une fois, les conditions de projection permettent de bénéficier de cela. On a commencé la série en parlant du problème de l'uniformisation de l'image. Je vais vous passer l'ouverture d'une série qui s'appelle Fargo, et je vous invite à considérer à la fois les changements de teinte, de couleur et de lumière, les contrastes entre le très sombre et le très clair, les compositions, c'est-à-dire est-ce que vous avez à l'écran des choses petites et difficiles à voir, sachant que là, vous le regardez sur un écran géant. Et vous verrez le progrès qu'on a fait depuis Kojak, quoi. Alors, Fargo, ça va être là. Je remets au début. On peut éteindre la lumière? On peut éteindre un peu la lumière, peut-être? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même un jeu des contrastes et des couleurs qui était totalement inimaginable dans les séries télé, ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années, on va dire, quoi.
voilà, donc aujourd'hui, on peut se le permettre parce que les conditions de projection le permettent ça. Alors, pour l'anecdote, je suis allé voir un Star Wars en salle, qui était donc, je crois, le 7, réalisé par J.J. Abrams. Et en sortant de la salle, je suis rentré chez moi pour voir un épisode de Fargo. Et j'ai été frappé par un retournement de perspective, parce que j'avais eu la sensation, en voyant Star Wars épisode 7, de me taper une série télé, et de rentrer chez moi pour me taper du cinéma. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu ça sur l'écran je sais même plus, du pâté Player. Il se trouve que J.J. Abrams, comme vous le savez, est un réalisateur qui a débuté à la télévision, et c'est quelqu'un qui a bénéficié, enfin qui s'est formé à la mise en scène sur les chartes techniques qui étaient celles de la série de la fin des années 90, c'est-à-dire justement avant qu'une série comme 24 heures chrono se mette en place. Et ces chartes de l'époque, qui sont des... Comment dire je vais essayer d'être le plus... comment on peut expliquer ça simplement? Sur une série télé de tout temps, tous les efforts sont concentrés, comme je vous l'ai dit, sur le scénario. C'est vraiment, c'est la Bible, c'est tout le monde est à genoux devant, c'est le showrunner qui décide et tout le monde doit faire en sorte de servir ce scénario. Et quand vous avez peu de temps pour tourner 7 ou 8 pages de scénario, il y a des techniques qui vous permettent de couvrir au maximum, c'est-à-dire de vous assurer que les monteurs vont avoir absolument tout ce dont ils ont besoin pour correspondre à tout ce qui est dit dans ce scénario. Et en même temps, vous ne pouvez pas juste faire du théâtre filmé, balancer vos caméras et laisser les comédiens. Il faut quand même dynamiser la chose. Donc on a développé les Américains, encore une fois, je mets de côté les Français qui ont généralement une vingtaine d'années de retard sur la question, ont mis en place des techniques qui sont un peu toujours les mêmes. Alors, je vais vous passer un extrait d'une vidéo, c'est peut-être pour les gens qui ne s'intéressent pas trop de près à la mise en scène, c'est peut-être pas évident, mais ça peut vous donner une idée de comment tout ça fonctionne. Je vais, voilà. Vous avez en gros, vous prenez votre page de scénario, vous placez vos personnages en fonction de ce que le scénario vous a dit de placer, et vous savez qu'ils vont avoir telle ou telle action et tel ou tel dialogue. Et une fois que vous avez placé vos personnages sur ce plan, vous essayez de voir quels sont les plans dont vous allez absolument avoir besoin. Je vais avoir besoin de cette réaction-là, je vais avoir besoin de filmer ce comédien à ce moment-là. Et donc, vous mettez ces caméras telles qu'elles sont dessinées, et vous essayez de les limiter, c'est-à-dire, vous voyez en bas de l'image, vous avez une espèce de rail de travelling qui va vous servir à la fois à voir les comédiens lorsqu'ils sont dans la pièce sur la droite et à la fois les avoir quand ils sont dans la pièce sur la gauche. Et s'ils ont besoin de se déplacer dans la scène, ça vous servira aussi de travelling, mais aussi ça vous servira pour les plans fixes. Donc c'est des méthodes économes, on va dire. Je vais vous montrer en fait, voilà, un peu à quoi ressemble la mise en place. Donc en gros, il raconte la scène, voilà. Except the deep staging shots in the first half, which all need to be framed extremely precisely. The most important shot here, which we used as an anchor to find all other marks from, is the over-the-shoulder with Taylor in the background. With the same character positions, the matching reverse needs to get this guard in the background. So we'll need to go back and forth a couple of times until we find some character and camera positions that can do both. Donc là, ce qui est expliqué dans ce genre de vidéo, c'est pas comment faire du grand cinéma à la Robert Wise ou à la Ingmar Bergman. C'est vraiment comment être efficace pour tourner le maximum en peu de temps. Or, si je vous passe le résultat de ce cours, normalement, vous devriez comprendre ce que j'entends par J.J. Abrams. En gros, voici la scène que vous allez voir, elle est faite, ils n'ont même pas pris la peine d'animer les personnages, hein. C'est vraiment au plus basique. Mais ça donne ça. Saul, they refused me at the door. You know, I was told to be here this morning and... Who refused you? Hoskin and Slater.
Sorry, Henry. You know that Slater has the final word. But why? I passed all the tests. It's preposterous at this point to assume I pose any danger. We can't take any chances, Henry. I didn't cause it, Saul. You've got to understand that this is a routine investigation. It's not about you personally. Then why am I not in there operating right now? Nobody suspects you, Henry. What did you just do? What? That's my patient, nurse. You better have a damn good reason for what you just did. I was taking the patient's pulse. No, you were giving her something. Just her vitamins. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez beaucoup vu de séries de J.J. Abrams, mais basiquement, ce qu'on vient de voir, c'est à peu près le modèle de base de la série télé américaine de la fin des années 90, début des années 2000. Elle ressemblait presque tout à ça, sauf que les personnages étaient animés, vu que c'était des humains. Mais le type de montage et de filmage est vraiment celui-ci. Et il se justifie, encore une fois, par la question économique. Et il se justifie aussi à l'époque par le fait de ne pas avoir de liberté créative, on va dire, sur les choix de focale, de contraste, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, si on veut, de faire une série comme Fargo, qui joue de tous les outils que le cinéma a pu développer dans son existence. Et donc je vais conclure avec une série que je pense vous connaissez tous, et vous avez intérêt parce que je vais vous la spoiler. C'est le dernier plan de la saison 7 de Game of Thrones. Alors, hop, il faut que j'aille à 1h20. Excusez-moi. Allez, hop. Donc vous voyez déjà un plan qui fourmille de détails comme on n'aurait jamais pu en avoir auparavant. Et on va avoir beaucoup de compositing. Voilà, je vais arrêter sur ce plan-là. Ça, c'est un plan en compositing. On n'a pas autant de figurants sur la série, même si c'est une série à gros budget. Ça, c'est un compositing qui a été fait avec les mêmes figurants replacés plusieurs fois dans l'image. Mais vous voyez la composition en diagonale, tac, 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 comme ça, un petit peu en forme de S. C'est typiquement des compositions que le cinéma pouvait se permettre auparavant et que la télévision ne pouvait pas se permettre pour des tas de raisons qui sont celles qu'on a développées dans cette conférence. Et alors ce plan-là, dans les années 90, vous n'auriez rien vu du tout, en fait. Voilà. Donc voilà où nous a mené à la fois le développement technologique, les conditions de réception des séries et l'attitude même des spectateurs, c'est-à-dire la façon de consommer les séries qu'on a aujourd'hui détermine visuellement ce qu'elles sont. La raison pour laquelle l'équipe de Game of Thrones se fait plaisir en faisant ce genre d'image-là, c'est qu'elle sait qu'une bonne partie du public va pouvoir consommer ces images d'une bonne façon, en fait, et pouvoir en jouir. Sinon, il ferait pas, bien sûr, il ne ferait pas cet effort-là. Donc voilà un peu comment tout ce qui a pu contribuer à modifier la mise en scène des séries télé au fil de l'existence du média. J'ai beaucoup même dépassé le temps qui m'était imparti. J'aurais souhaité prendre quelques questions, si des gens parmi vous avaient des questions à poser, mais je crois qu'on arrive presque au bout de la séance. Bon. C'est parti. Oui, bonjour. C'est toujours difficile de se projeter,
Mais là, on a, ce que vous avez expliqué, c'est une sorte d'accomplissement. Enfin, le cinéma rejoint la série, rejoint le petit écran. Et est-ce que vous pourriez entrevoir un avenir? Parce que là, du coup, on se pose des questions sur ce qui peut arriver, ce qui peut advenir maintenant. Ce qui peut arriver à quel niveau? Au niveau de la série? Au niveau de la série, comment ça va évoluer? Puisqu'on rejoint le cinéma, on rejoint donc. Est-ce que toujours le problème, est-ce qu'un média fait disparaître l'autre? En fait, je ne pense pas qu'un média fait disparaître l'autre, mais c'est vraiment le public, en fait. La façon de consommer du public qui motive, c'est une industrie, donc on est quand même là pour séduire les gens. Et la façon avec laquelle les gens consomment les séries détermine ce qu'elles sont, en fait. La raison pour laquelle même les films se sont mis à devenir un peu feuilletonnants ces dernières années au cinéma, c'est parce que le public, tout d'un coup, a besoin ou sent le besoin de se plonger longtemps dans un même univers avec les mêmes personnages, là où le public d'avant, par exemple, se contentait de 2 heures avec des personnages et pouvait passer à autre chose. Donc, à la base, il y a vraiment la vraie question, c'est comment le public réagit à ce que la technologie et les moyens et créatifs aussi permettent de fabriquer aujourd'hui. Mais vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez, vous tentez des choses, mais c'est vraiment la réponse du public qui fait aller dans un sens ou dans l'autre. Bien malin celui qui sait où le public ira. Bonjour. Bonjour. Quelle est, selon vous, la série actuellement qui innove le plus en termes de mise en scène, justement? Qu'est-ce qui va le plus loin en termes d'avancée technologique ou voilà. C'est assez difficile, déjà parce que j'en ai vu peu cette année, pour tout vous avouer. Esthétiquement, la dernière qui m'est vraiment mise sur le derrière, je crois que c'était pas un secret pour personne si vous avez suivi la conférence, c'était Fargo. Où vraiment, j'ai trouvé que sur un plan purement esthétique, on avait atteint une espèce de maximale puisque, comme vous le savez, c'est inspiré d'un film des frères Cohen, et je trouve que par moment, il y a rien à envier en fait au travail que les Cohen ont pu faire sur leur propre film. Il y a une autre série qui m'a frappé sur un plan esthétique, mais qui n'est pas une série live, qui est une série d'animation, qui était la saison 5 de Samurai Jack, de Genndy Tartakovsky, que je trouve d'une ingéniosité, d'une inventivité créative, graphique absolument inouïe. En dehors de ça, je sais pas. Généralement, j'ai plus affaire à du bon boulot. Si, bien sûr, Mindhunter, la série de Fincher, sur un plan, encore une fois, esthétique. Là, je reste toujours sur l'esthète. Sur un plan esthétique, dès le tout premier plan de la série, je crois que d'ailleurs que le premier plan de la série a fait l'objet d'un travail particulier, parce qu'il a quelque chose de tétanisant quand vous le voyez. Moi, j'ai la chance justement d'avoir un vidéoprojecteur. Je fais partie de ces salauds privilégiés qui regardent les séries sur des écrans de 3 mètres. Et évidemment, quand vous avez une série comme Mindhunter, où vraiment le moindre détail et la composition est d'une espèce d'équilibre parfait, c'est un plaisir inimitable. Mais sur les toutes nouvelles, j'ai pour l'instant pas encore rattrapé mon retard. Est-ce qu'on a d'autres questions? Qu'est-ce que vous pensez du travail de Brian Fuller, en particulier sur sa série Hannibal? Pour le coup, la question de la mise en scène, il la pousse vraiment sur un travail qui va être presque parfois plus esthétique que narratif. C'est un... Alors, j'ai pas regardé la série Hannibal, j'en connais que extraits, bande-annonce et ce que les gens en disent. Donc, ce que je dis est d'un point de vue général. Je pense que c'est quand même un risque peut-être à ne pas prendre dans la série télé, à vouloir uniquement se faire plaisir esthétiquement. Le public qui a fait de la série télé ce qu'elle est aujourd'hui répondait à un besoin narratif. Et ça a été une remise en avant de la nécessité de la narration que ces séries ont amené avec force, en fait. S'éloigner de cette narration ou la passer en arrière-plan, je pense que c'est un peu risqué, quoi. J'ai pas forcément d'exemple de séries
atmosphérique qui ait pu être faite en dehors des classiques qui ont été Twin Peaks d'un côté ou la série de Lars von Trier, là, donc j'ai oublié L'Hôpital et ses fantômes. Mais c'était pas un hasard que ces séries-là aient été faites par des cinéastes, justement. Mais des séries atmosphériques qui mettraient vraiment l'esthétisme au premier plan. Je pense que ça se limite à des grands noms comme ça de cinéastes qui viennent se faire plaisir. Mais je ne crois pas que le public, dans son ensemble, accepte encore ou acceptera de jouer le jeu. Ensuite, d'autres questions peut-être? Oui. Quand vous dites que la France a en moyenne 20 ans de retard sur toutes ces questions-là, comment est-ce que vous l'expliqueriez? Parce qu'en principe, techniquement, on serait au même niveau. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la même culture? Est-ce que parce qu'on sent que le public n'est pas prêt? Enfin, comment est-ce que vous expliqueriez ça? On avait à peu près le même genre de conversation avant de rentrer en scène au sujet de la science-fiction. Pourquoi est-ce qu'un genre qui a été inventé en France n'est pas du tout fait en France? Oui, effectivement, on a les compétences. Après, il faut voir aussi comment on accueille nos propres séries. C'est-à-dire que les Américains, si vous voulez, lorsqu'ils ont décidé de faire une série française, ils ont pris ce qui, pour eux, était le meilleur de ce qu'on avait à leur proposer, c'est-à-dire un des meilleurs réalisateurs qu'ils aient trouvé, qui était Florent Emilio Siri, un des meilleurs comédiens qu'ils connaissaient, qui était Depardieu. Ils en ont fait donc cette série qui était Marseille, et qui s'est fait unanimement bâcher par toute la presse, mais démontée et défoncée, quoi. Alors qu'elle est un succès. Et Netflix, on est très contents, ils ont fait faire une suite. Ça veut dire qu'à l'étranger, cette série, elle est bien vue. Il n'y a que nous, Français, qui la regardons en ricanant dans tous les coins. On a un problème avec notre propre culture. Des images, je ne sais pas exactement. Après toutes ces années, je n'ai toujours pas la réponse à ce problème. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de faire la bonne série? Oui, très clairement. Surtout quand vous considérez aujourd'hui l'économie possible avec les outils de compositing là, dont je vous ai montré. Bon, alors ceux-là sur Mindhunter, ils sont un peu perfectionnés, mais on les a, ces outils-là. On pourrait faire vraiment ce qu'on voudrait. Voilà, si vous allez voir un producteur français et que vous lui dites que vous voulez faire une version comment dire, d'Heroic Fantasy des Rois Maudits, il va vous rire au nez. Et pourtant, c'est littéralement Game of Thrones. Et c'est pas moi qui le dis, c'est son auteur qui dit qu'il s'est inspiré des Rois Maudits. Donc bon, ça c'est des problématiques culturelles et sociologiques avec laquelle la France se débat par rapport à la culture populaire depuis déjà longtemps. En animation, par contre, on a un peu plus de culot. On a eu dernièrement Last Man, par exemple, qui était un truc vraiment... ou Ladybug, qui a été un énorme succès à l'étranger, alors qu'en France, j'ai l'impression que ça n'existe presque pas. Personne ne sait ce que c'est. Enfin, vous connaissez, vous, Ladybug? Non, ben c'est une des séries françaises qui marche le mieux dans le monde. Voilà, sachez-le. Des questions? Disney et Facebook ont récemment annoncé une série Star Wars en réalité virtuelle. Est-ce que vous avez un avis sur... En réalité virtuelle? Ouais, diffusée via des casques en fait, avec Oculus, le casque de Facebook. Ouais, j'ai pas du tout suivi. J'ai pas du tout suivi. D'accord. Ça va trop vite. Star Wars. Ils ont un produit Star Wars toutes les semaines, donc j'ai un peu de mal. Et c'est ça. Mais du coup, peut-être sans citer cet exemple en particulier, est-ce que la révolution éventuelle que peut avoir la réalité virtuelle dans la mise en scène, justement, parce qu'on sort un peu du cadre, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que ça peut... J'ai pas tellement d'avis sur la révolution que pourrait créer parce que le problème de la VR, c'est la passivité que vous demandez à votre spectateur, quoi. Je sais qu'il y a pas mal de réalisateurs, notamment, je crois que Yann Kounen est en train de faire un truc aussi en VR en ce moment, qui se posent des vraies questions justement sur comment réinventer la mise en scène par rapport à la VR. On va voir, hein, je ne veux pas les frustrer, mais je pense que le jeu vidéo a beaucoup plus d'avenir dans la VR que la série. La passivité du spectateur, comment dire ? Le problème de la VR, c'est que vous demandez au spectateur de faire son propre cadrage. Et jusque-là, le but d'une série, d'un film, c'est
comme quand on vous raconte une histoire quand vous êtes couché, quoi. On vous raconte une histoire, vous faites rien. Donc on a découpé le film pour vous, on l'a cadré pour vous. Si on vous demande d'être actif dans le cadrage, ben voilà, j'ai regardé un kaiju en VR, par exemple, je regardais même pas le monstre parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait sur un bout de décor, donc j'entendais des bruits énormes derrière moi, mais je m'en fichais. Vous voyez, ça vous fout en l'air tout le processus narratif, quoi. Donc j'y crois pas trop, mais je peux me tromper. J'espère me tromper. Je ne demande qu'à être surpris par les développements. Ensuite, est-ce qu'on a des questions quelque part? Il semblerait que non. C'est bon. Très bien. Eh ben, merci à tous, en tout cas, merci pour à votre vous. présence. J'espère que...